Salut à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de GM Web3. Comme chaque mardi, chaque mercredi et chaque vendredi matin, vous connaissez la chanson maintenant en direct sur Twitter, sur YouTube, mais également sur notre chaîne Twitch. On revient avec mes chroniqueurs et mes invités sur l'actualité de la crypto, blockchain, NFT, Bitcoin, etc. Aujourd'hui, je suis avec mon ami TX. Salut TX, comment tu vas? Salut, salut. Oh, ça va très bien. Écoute, comme un vendredi où il faut se lever à 10 heures. Bon, je vais arrêter de faire la blague de c'est tôt, mais c'est quand même un peu tôt, quoi. Bon, en tout cas, ça me fait toujours autant plaisir de t'avoir avec moi le vendredi matin. Nous serons De également... même pour moi. Merci beaucoup. On sera également avec notre ami Cédric. Salut Cédric, comment tu vas? Ça va bien, bonjour à tous. Écoute, Salut. comme un vendredi, comme dit l'autre, pas de problème. Tout va OK, bien. bon, bah, magnifique et on va, recevoir notre invité du jour qui va passer une bonne partie de la matinée avec nous. Je vous présente Florent Trépeau. Salut Florent, comment vas-tu? Bonjour à tous, écoute, très bien, merci pour l'invitation, ravi d'être présent ce matin, effectivement, hein, le vendredi, un peu gris, un peu froid, mais c'est pas grave, on va être là pour se réchauffer avec des bonnes actus et des bons échanges sur le Web3. Ça me fait très plaisir d'être là. Bah, écoute, je suis très heureux, alors on va rappeler pour celles et ceux qui suivent un petit peu l'émission, que tu es le patron de, Raphaël Potard qui intervient régulièrement dans l'émission. Il est toujours chez toi ou il bosse plus, ouais, toujours? Alors toujours, je dirais, patron, associé, co-passionné, il y a pas mal de casquettes, codégène sur les bords, on pourrait dire aussi. Il y a pas mal de surnoms ou de qualificatifs qu'on pourrait donner. Oui, toujours chez moi, même si, une partie de son activité, bah, je dirais tout récemment, si tu as suivi ses pérégrinations, par rapport à voilà, par rapport à l'IA notamment, Bien sûr. il alloue une partie significative de son temps sur le fait de push en interne ses solutions. Mais voilà, je ne veux pas déjà trop en dire. Je fais un petit teasing. Vous avez Voilà. un autre point commun tous les 2, physique. Ah, les dents du bonheur. Eh oui! Eh oui, vous avez C'est pas tous les 2 faux. les dents du bonheur et C'est un signe. bien, on va parler de plein de choses ensemble ce matin, les amis. N'oubliez pas, hein, si, vous nous écoutez sur Twitter, de partager le lien du Space. Si vous nous regardez sur YouTube, évidemment, de vous abonner, d'activer la cloche, de liker la vidéo. Mettez également des commentaires. Vous pouvez à tout moment interagir en direct dans l'émission et on relaiera vos questions. On pourra y répondre. Le but, c'est que ce soit interactif. Et puis, vous pouvez également retrouver l'émission en replay sur YouTube, bien sûr, dans la partie vidéo, mais également sur toutes les plateformes de podcast habituelles, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music. Et là aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer et de noter la vidéo, puisqu'il est même possible de noter la vidéo si ça vous plaît. Donc voilà, très heureux de vous retrouver. On va remercier le partenaire de cette émission. Un partenaire, c'est l'école blockchain Alira, qui est la première école blockchain de France, qui depuis 2019 maintenant propose des formations de consultants, développeurs, intelligence artificielle, tokenomics, études de produits. Enfin bref, ils ont un panel énorme de formations. Beaucoup sont certifiés par l'État et donc elles sont éligibles aux offres, aux aides que peut proposer le Pôle emploi, la région, le CPF, etc. Donc, c'est plutôt cool. Et puis, en une dizaine de semaines, en fonction des formations, ça vous permet d'apprendre les bases de la blockchain et demain de pouvoir y évoluer professionnellement. Moi-même, j'ai fait la formation consultant chez Alira et j'ai énormément appris grâce à cette formation. L'école Alira qui vous offre 100 € de remise sur l'ensemble de ces formations. Pour ça, il vous suffit simplement de prendre rendez-vous avec eux grâce au lien que je vous mets en description de la vidéo, dans les commentaires et également en description du podcast. Voilà, en utilisant le lien que je vous envoie ou le code GRM 100. Voilà pour la petite intro. Alors, au programme aujourd'hui, encore un gros programme nous attend. Revue de presse, on va revenir avec mes chroniqueurs et mes invités sur l'actualité du moment
au niveau crypto, blockchain, politique aussi un peu, hein, puisque l'investiture de Trump n'a jamais été aussi proche et les choses s'accélèrent. Ensuite, on prendra un moment avec Florent pour s'intéresser un peu à lui, à son parcours, à sa vision de l'écosystème et on va parler gestion de patrimoine notamment, un sujet qui me parle un petit peu. Donc, j'ai hâte d'avoir cet échange avec toi, Florent. Et puis, à 11h30, on recevra mon ami Jonathan qui viendra nous faire la chronique TradFi. Il nous expliquera un petit peu ce qui se passe du côté des marchés traditionnels et l'impact que ça peut avoir sur les marchés crypto ou inversement. Et puis à 11h45, Daniel, mon ami Daniel, donc directeur pédagogique d'Alira, viendra accompagné de Romain Pouleul pour une nouvelle session de crypto-théâtre, une petite pièce de théâtre qu'on va jouer ensemble qui va nous permettre de revenir sur un événement intéressant de la monnaie dans l'histoire contemporaine. L'histoire se passe en 1931, je crois. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais ça va être croustillant et plein de références. Alors, commençons, si vous voulez lire, les copains, l'actu. Je vous ai préparé quelques petites news, notamment ce qui se passe aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais effectivement, l'élection de Donald Trump est validée. Il sera investi lundi. Donc, tout le monde se presse pour être évidemment à l'inauguration. Et puis, Gary Gensler a annoncé sa démission le 20 janvier. Et là, on voit que ça commence un peu à bouger. Tu vois, la SEC commence un peu à, comme on le voit ici, hein, à se préparer à des changements, notamment de direction, mais pas seulement. D'ailleurs, si vous allez sur le compte Twitter de Gary Gensler, il a posté une vidéo assez longue dans laquelle il revient un peu sur ce qu'il a fait, son départ, les risques à venir, un truc un peu léché avec un petit montage et tout ça. C'est assez cool à aller regarder. Alors, nous qui n'aimons pas trop Gary Gensler, évidemment, ça nous fait rire. Mais voilà, il a fait cette petite vidéo de départ. Donc voilà, donc en gros, la SEC s'attend à un assouplissement vers l'industrie crypto et donc elle commence effectivement à prendre des mesures pour anticiper cela. Alors nous, on en parle toutes les semaines, mais j'aimerais bien avoir ton avis, Florent, évidemment. TX et Cédric, n'hésitez pas à intervenir quand vous voulez, mais j'aimerais avoir, je viens de casser un stylo, j'aimerais avoir ton avis, Florent, sur ce qui se passe justement aux États-Unis. Comment tu appréhendes cette élection au niveau crypto, mais peut-être même plus globalement au niveau, on va dire, financier, puisque c'est aussi un peu ton boulot, hein, de gérer l'argent des gens. Écoute, avec plaisir. Alors, je vais prendre 2 casquettes. Donc, je vais te répondre, comme tu me l'as demandé, avec la casquette du conseiller en investissement financier et du family officer, qui peut être un petit peu différente, finalement, dans l'approche. Et puis, j'ajouterais, allez, en bon juriste, un 3e point avec la partie un peu plus dégène, un peu plus crypto-bro, qui est quand même une part importante de mon avis. Alors, d'un point de vue de conseiller financier, c'est évidemment un événement majeur, que ce soit sur les conséquences que son investiture et que les premières décisions, les premières communications qu'il va faire, je dirais, juste après être investi, après sa prise de pouvoir. On est habitué à avoir un individu qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas d'ailleurs à ses positions, mais qui peut parfois faire des changements entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, où il peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on anticipe. Donc déjà, la première question, c'est, même si beaucoup de gens price effectivement déjà qu'il va y avoir des mesures vis-à-vis de l'industrie crypto, est-ce qu'il va évidemment les mettre en place? Enfin, est-ce qu'il va effectivement les mettre en place? Est-ce que typiquement, il va renvoyer Gary comme il s'était engagé dans les premiers jours de sa prise de pouvoir? Ça, c'est acté, hein, mon ami. Pardon. Gary Gensler a Oui. annoncé qu'il Partait. démissionnait Qui partait, le oui. 20. Et d'ailleurs, on a déjà le nom de son remplaçant, c'est un certain Paul Atkins, qui Oui. est connu pour être Plus particulièrement pro-crypto. crypto. Donc de ce côté-là, a priori, le doute n'est pas permis. Voilà. Tu as raison. Non, tu as raison. Donc au-delà de ça, il va effectivement falloir, on va analyser avec intérêt ce qu'il va dire. Ça se ressent déjà. Donc après, d'un point de vue un peu plus, allez, family officer, sur le suivi de mes clients et puis même Pour sur rappeler les... en 2 secondes, c'est quoi un family officer? Je ne suis pas sûr que le terme soit forcément Pardon. maîtrisé par... Non, t'inquiète, mais soit maîtrisé par tout le monde. Alors le conseiller en investissement financier, donc le CGP, le conseiller en gestion de patrimoine, c'est vraiment le conseiller financier qui a un regard d'expert sur l'ensemble des questions qui touchent au patrimoine.
Donc ça peut être un aspect purement juridique, purement fiscal, purement patrimonial, arbitré justement entre différentes classes d'actifs, entre de l'immobilier, des obligations, du financier, des actifs un peu plus exotiques, comme on disait encore il y a peu de temps, et aujourd'hui pour moi On va complètement y revenir dans intégrés. le détail, mais juste la définition de Oui, family officer, parce que je ne veux pas spoiler l'interview, mais en même temps, pardon. j'ai quand même envie de. Non, t'inquiète pas, dans ma tête, c'est clair, mais faut me suivre, t'inquiète pas. Juste family officer, si tu veux bien, pour être sûr que tout le monde maîtrise en gros ce que c'est. Bah voilà, j'allais y venir en comparant. Le family officer, c'est par définition même le terme pur, c'est qui accompagne une famille. On peut même parler de multi-family office, c'est-à-dire qui accompagne plusieurs familles, ce qui est mon cas. Tu vas avoir une approche en fait ultra personnalisée. Quand on dit à 360, c'est vraiment sur tous les aspects en fait qui peut intéresser nos clients. C'est particulièrement concentré sur de la transmission transgénérationnelle, sur le fait d'aider les familles à s'entendre, à pérenniser, à former leurs héritiers. Et c'est là où je dis que ça va beaucoup plus loin, c'est que typiquement, quand je le comparais à un CGP, la mission du CGP va s'arrêter sur peut-être juste arbitrer le patrimoine. En tant que family officer, je peux me retrouver à aller aider, conseiller les enfants dans le choix de leurs études. Je peux me retrouver, et ça m'est arrivé en urgence, à aller aider un ascendant, donc une grand-mère qui s'est retrouvée bloquée chez elle et ayant géographiquement des bureaux à proximité, j'ai envoyé quelqu'un. Voilà, on fait du sur-mesure, j'aurais même envie de dire de l'ultra sur-mesure, en fonction des demandes de nos clients. Ok, très clair. Donc effectivement, au niveau financier, quand je parle de finance, je parle de marché et je parle justement des différents supports d'investissement. Est-ce que l'élection américaine, est-ce que tu ressens au niveau peut-être de tes clients qui appréhendent, qui anticipent, qui au contraire tirent parti de ça? Je ne sais pas quoi la réaction que tu as dans ton boulot par rapport justement à cette élection de Trump. Est-ce que ça se ressent ou pas du tout? Alors ça se ressent sur la classe d'actifs des cryptos, parce que j'ai des clients qui étaient, assez, on va dire, résistants ou craintifs par rapport à cette classe d'actifs, qui ont complètement basculé et qui là maintenant me parlent de vouloir faire pardonne-moi l'expression, des coups de fusil, à 6 mois, 1 an et qui me parlent de x2 sur le bitcoin et qui veulent d'un coup s'exposer. Quand moi, ça fait plusieurs mois, voire années que je leur en parle, que je leur Tu fais pas distille le poids face à l'information. Trump, frérot. Tu peux pas faire le poids, c'est pas. Complètement. Complètement. Alors j'allais dire des fois le manque d'information et je vais pas dire la mythologie, mais presque l'hallucination collective qu'on pourrait avoir où finalement, je dirais il y a pas de garantie, mais en fait, dès l'instant où les médias en parlent, tu as un ruissellement naturel qui se passe au niveau de tout à chacun et donc bah, il y a voilà, cette première partie de mes clients qui d'un coup est très demandeur. J'ai aussi, je le vois en termes de prospects, c'est-à-dire de gens qui viennent me solliciter, j'en ai beaucoup plus, qui m'appellent spontanément pour me dire: «Bah, je veux investir en crypto», quand avant c'était une part très minoritaire. Donc voilà, il y a un vrai changement de paradigme à court terme, ça faut pas le cacher et puis bon après, il y en a évidemment qui sont très inquiets, investisseurs plus traditionnels, voilà, qui y voient de l'instabilité, qui y voient de la dérégulation et avec ce que ça a pu amener, ce que ça peut amener et donc qui sont un peu plus craintifs, dans le positionnement sur les marchés. Alors moi, je précise aussi chez nous, donc chez SGF, on a la particularité d'avoir un de nos associés, Jonah Pegou, qui lui est dédié sur le parti pilotage des allocations. Donc moi, j'ai une vision plutôt encore une fois, transversale de nos différents pôles, avec Mmh. cette particularité plutôt, et je fais pas de spoil si tu me poses la question par la Ouais, suite. c'est pour ça que j'aimerais qu'on se Voilà, concentre vraiment sur la partie élection parce que oui. c'est par le prisme de l'actualité parce que sinon Mmh. je comprends, on pourra en parler pendant des heures. Les copains, Cédric, TX sur Donald Trump, sur les ajustements au niveau de la SEC. Alors si vous voulez, je vous rajoute une petite news pour abonder la discussion. C'est quelque chose qui a été pas mal relayé aussi et que je trouve assez intéressant. C'est la possibilité, c'est pas ça, ouais, ça c'est ouf. Hier, on entend que Donald Trump serait ouvert à l'idée d'intégrer dans cette fameuse réserve stratégique qui était prévue en Bitcoin, eh bien, il serait ouvert à l'ouvrir à des cryptos américaines. Donc, typiquement, on aurait pas du Solana, on aurait du XRP en réserve stratégique. Voilà. Donc évidemment, pour ces cryptos-là, bah, ils sont très contents, tu vois, parce que ça fait de leur crypto donc un actif de réserve, disons. Mais évidemment, les bitcoiners, ils se disent, bah non, en fait, c'était Bitcoin qui était prévu. Et puis bon, a priori, la crypto reine, ça reste Bitcoin. Les autres, il y a des boîtes privées derrière. Tout ça. Donc, voilà. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Est-ce que vous avez un avis sur ça
Ouais, Vas-y, je veux Chris. bien dire un petit mot, même si, en fait, c'est un sujet, je me dis, que je maîtrise pas forcément. Non, mais Et en fait, ce que je me parle, demande, très bien. c'est et peut-être que Florent, tu sauras un peu mieux, c'est, est-ce que c'est quelque chose de commun qu'un État, achète des actifs d'entreprises de son pays, enfin pour soutenir un peu son économie en quelque sorte? Parce que dans ce cas-là, ce serait peut-être pas une réserve stratégique, mais enfin, en quelque sorte, ça pourrait, avoir un avantage pour eux parce que, c'est vrai que, ben, les convictions de Trump sur la crypto, on les connaît pas forcément. Ce qu'on sait par contre, c'est que, bah, il veut défendre les intérêts de son pays. Donc au final, ça ferait sens d'acheter des actifs de 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 projets crypto qui sont au final très proches qui peuvent être très proches d'actions au final. Bah, ça ferait beaucoup de sens Hmm. qui poussent vers, les projets qui sont, américains, quoi. Alors, enfin, je dirais, est-ce que c'est courant? Oui, ça arrive même, je pense, beaucoup plus qu'on ne le croit. Ça paraît d'ailleurs assez logique. On parle un petit peu des fois de rôle de l'État actionnaire, qui va justement, posséder un portefeuille d'entreprises stratégiques. En France, on le voit, hein, que ce soit au niveau d'EDF, d'Engie ou dans d'autres entreprises, où on va défendre en fait comment dire? Des étalons nationaux, défendre les industries stratégiques, ou même ou le faire pour des raisons politique ou économique, ça coule un petit peu de sens. Et tu as raison, je te rejoins, on le sait, il y a une dimension politique, il y a une volonté de Trump de vouloir défendre les intérêts américains. Alors que moi, honnêtement, c'est pas du tout une surprise qu'il veuille en intégrer. Effectivement, ça pourrait remettre en cause cette question peut-être de positionnement purement Bitcoin. Mais quand tu vois aujourd'hui les entreprises américaines qui ont des stocks, enfin certaines qui ont des stocks énormes en Bitcoin ou des ETF détenus par des entités comme BlackRock qui contrôlent déjà un stock conséquent de Bitcoin, pour moi, ça corrobore justement cette thèse que l'Amérique demain va se servir des cryptos comme un instrument finalement d'influence économique au niveau mondial. Alors, c'est intéressant parce que la question que tu poses en matière de participation de l'État dans des entreprises privées, il faut savoir qu'en France, maintenant, c'est interdit. L'Union européenne interdit les États de donner un coup de pouce à une entreprise ou même d'acheter des actions d'une entreprise parce que ça contreviendrait à, vous savez, cette fameuse concurrence libre et non faussée. Donc en France, et c'est pour ça que les exemples dont tu parles, Florent, sont des exemples qui sont très anciens. Ça fait partie du portefeuille d'actions, puisque c'est des boîtes qui à la base étaient complètement publiques, hein, et qui d'ailleurs, dont l'État petit à petit commence à revendre les participations parce que financièrement, c'est compliqué. Donc c'est vrai qu'en Europe, on n'aime pas trop ça quand l'État s'ingère dans les affaires privées parce que on estime que ça fait de la concurrence déloyale vis-à-vis des concurrents européens. Aux États-Unis, là par contre, je te rejoins complètement, puisqu'on a des boîtes comme Amazon, Tesla, etc., qui gagnent des marchés publics colossaux, qui ont même été financés soit par le gouvernement, soit par l'armée américaine pour leur développement, etc. Donc par contre, aux États-Unis, c'est tout à fait fréquent que l'État soit le premier client d'une entreprise ou potentiellement lui accorde des prêts, des prises de participation, etc., justement pour soutenir le America First, l'industrie américaine, etc. Donc je te rejoins là-dessus. C'est pas du tout étonnant qu'à un moment donné, Trump veuille privilégier les boîtes crypto américaines, mais il y a plein de façons de les soutenir. Soit en achetant leurs tokens, soit en leur prêtant de l'argent, soit en assouplissant la régulation, soit en mettant des droits de douane ou des barrières à l'entrée pour des concurrents étrangers. Et ça, effectivement, il faut s'attendre à ça de la part de Donald Trump. Alors là, pour le coup, ce n'est pas du tout surprenant. On le sait, il va favoriser les acteurs américains. Là où ça pose une question, et c'est ce qui m'intéresse, c'est qu'en termes de réserve stratégique, c'est pas pareil quand tu mets Bitcoin et quand tu mets Solana. Moi, c'est Bah oui. ça, au niveau fondamental, c'est pas pareil. Je dis pas que Solana est bien ou pas bien, c'est pas le sujet, mais pour moi, on est sur quelque chose de complètement différent. Mais bon, après, c'est pas confirmé, tu vois, mais voilà, visiblement, il serait pas fermé à ça. Et là où on voit, et ça c'est intéressant, le pouvoir des lobbies américains, le pouvoir de pression qu'un président peut avoir à mesure que l'investiture approche, comment il doit être pressé de tous les côtés par
par tout le monde qui veut faire avancer son agenda, et c'est normal, tu vois. Donc, tu as les lobbies de l'industrie crypto qui se disent, OK, mais c'est bien Bitcoin, mais nous, on s'en fout. Nous, on veut que tu soutiens nos boîtes. Donc, Solana, Circle, XRP, etc., tu vois. Et puis, Trump qui se dit, OK, mais... Ouais. Donc, ça va pas être facile d'être Trump en ce moment, hein, qui doit être sollicité de partout. Mais d'ailleurs, par les acteurs américains, mais aussi par tous les acteurs étrangers. Tous les pays, tous les chefs d'État, tout le monde a envie de venir le voir, ils sont prêts à payer pour beaucoup. Enfin voilà, donc c'est ça moi c'est ça qui est croustillant, je trouve. Donc on va voir si, comme tu dis, Florent, est-ce qu'il va être aussi imprévisible que certains peuvent le prétendre? Parce que dans son premier mandat, il n'a rien fait d'imprévisible. Hein. Moi, j'attends toujours un exemple d'un mec qui me dit il avait dit qu'il ferait ça, il ne l'a pas fait, ou inversement. Mais est-ce qu'il va être aussi imprévisible que ça? Parce que là, il a les pleins pouvoirs, hein, il peut faire ce qu'il veut. Donc voilà, on verra. Je ne sais pas si Cédric, tu veux dire un mot là-dessus, je te voyais réagir. Ouais, juste un petit mot. Je trouve assez étonnant que là, depuis ces dernières semaines, il évoque la crypto presque 2 à 3 fois par semaine. Enfin, il en parle souvent. Alors, est-ce que c'est lui ou ses services de communication, etc. Mais en tout cas, il y a beaucoup de news, beaucoup d'annonces, de trucs. J'observe le décalage considérable qu'il y a avec l'Europe, quoi, qui n'en parle absolument pas, quoi. Je veux dire, en Europe, c'est ceux qui ont pris des prises de parole un peu officielles dans les gouvernements sur le monde de la crypto, et il y en a très très peu, très très peu. Il y a vraiment un écart étonnant de perception sur ce marché-là, là-bas. Enfin, depuis quelques temps, hein, mais voilà, je voulais faire cette observation-là. Je sais pas, moi, c'est évidemment important pour les entreprises du Web3, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres sujets un peu plus urgents dans le monde, tu vois? Et ben non, il continue de parler de ça, et c'est intéressant. C'est intéressant. Je suis d'accord avec toi. Mais moi-même, je t'avoue que, alors, est-ce que c'est notre biais, Twitter, médias, etc. Parce qu'en vrai, quand tu allumes BFM et CNews, quand on parle de Trump, on ne parle pas de crypto, tu vois. On arrive à trouver autre chose, tu vois, l'investiture, les gens qui se battent pour venir, bon bref. En revanche, je suis d'accord avec toi, et moi-même, ça me surprend un peu. Je veux dire, le gars, il a été élu, alors certes sur la crypto, mais il a été élu surtout sur des sujets géopolitiques, identité, lutte contre l'immigration, économie plus générale, etc. Et c'est vrai que ces sujets-là, et pourtant, je suis un peu le truc, tu vois. Non, ça parle pas mal de crypto en ce moment, ouais. Ouais. Enfin, rien ne le pressait. Enfin, rien ne le presse en plus de ces sujets-là maintenant. Non, je trouve ça intéressant parce que ça montre quand même, si tu veux, l'importance en fait qu'il a, lui et ses collègues autour. Est-ce que c'est l'influence de Trump? Moi, j'ai un avis là-dessus, mais je suis peut-être. J'ai un avis là-dessus, mais je suis peut-être un gros naïf. Je me dis que pour lui et pour ceux qui l'entourent, la crypto, c'est finalement juste un exemple des valeurs qu'il a envie de propager. Je m'explique. La crypto, c'est une lutte géopolitique contre d'autres États. Tu vois, il pourrait parler d'autres choses, il pourrait parler des matières premières, il pourrait parler de l'industrie, il pourrait parler de l'intelligence artificielle, mais la crypto, c'est une industrie, c'est le minage, c'est la constitution de, c'est l'accumulation de Bitcoin, et ce face à d'autres régions du monde qui sont positionnées dessus. La crypto, c'est aussi le retour aux droits fondamentaux. Liberté d'expression, liberté de transaction, liberté de correspondance, la souveraineté de détenir ses propres assets. Et ça, c'est très, très cher aux États-Unis. Vraiment, c'est fondamental. On a le droit d'avoir des armes parce qu'on doit pouvoir se défendre là-bas. Là-bas, la liberté d'expression, elle est quasiment sans limite. Tu vois. Donc, culturellement, la crypto, c'est revenir peut-être aussi à ça. Troisième élément, la constitution d'une réserve stratégique en Bitcoin, c'est très financier, d'accord, et c'est finalement être plus fort face au marché et demain pouvoir backer l'économie sur un actif potentiel avec un potentiel de rendement important et tout. Donc peut-être tu es un gros naïf, hein, mais qu'en fait la crypto, j'ai pas le terme, mais ce serait pas la métaphore, mais l'allégorie de toutes les valeurs qu'il a promues dans sa campagne. La lutte géopolitique, la puissance financière, le America First au niveau des industries de la tech, le retour aux fondamentaux des droits de l'homme, etc. Mais si c'est ça, moi, ça me va. Hein.
Non, mais tu vois, mais peut-être je suis un gros naïf et que je fais des liens là où il y en a pas, mais je sais pas. J'ai cette analyse en tout cas. On verra. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est Florent, d'accord, n'hésite ouais, surtout pas, hein. Alors vas-y, jette-toi dans la Très bien, très bien. voilà. Non, mais alors moi, je te rejoins aussi sur ta réflexion, par rapport à Donald Trump pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça lui donne effectivement une image moderne et vraiment, ancrée dans l'innovation. C'est là où il va prendre un petit peu il prend le lead, pour guider les États-Unis dans cette ère numérique. Ça lui permet de rajeunir son image, qui se connecte vraiment avec, une thématique qui résonne auprès de nos générations, pour les raisons que tu as évoquées. Ça contribue à sa stratégie de communication, ça prépare aux innovations législatives, parce que plus tu en parles, plus les gens vont justement avoir la graine qui vont pousser pour les non cryptophiles, qu'il va y avoir des réformes qui vont arriver. Et puis, voilà, ça répond, en écho aux dynamiques du marché avec les sommets qu'on a atteints récemment. Et je pense aussi que c'est une manière de confirmer aussi les soutiens qui ont pu être faits, par des donateurs, notamment crypto, qui ont eu un réel poids, dans la campagne américaine. Je me permettais juste de revenir sur 2 choses que tu as dit, donc en rebond. Alors d'abord, on va faire en cascade inversée. Alors sur les promesses que Trump n'a pas tenues, alors je suis d'accord, il y a beaucoup de choses qu'il a fait. Il y a certaines choses qu'il n'a pas fait. Alors c'est très bien qu'il les ait pas faites d'ailleurs. Parce qu'il a pas Mais pu ou parce qu'il a pas voulu? Parce que alors, si alors vas-y. Ah, ça oui, m'intéresse. alors c'est vrai, tu as raison, il y a ce qu'il a peut-être pas pu jusqu'au bout, mais tu vois, finalement, il avait voulu C'est pas parler beaucoup. imprévisible ça. L'imprévisibilité, c'est j'avais dit que je ne ferais pas de guerre, j'en fais une. J'avais dit que je voulais faire un mur, et finalement, en fait, ça me saoule, j'en fais pas. C'est pas pareil que dire j'ai Oui, tout essayé, mais le Sénat m'a bloqué à l'époque, là, j'avais c'est pas vrai. la majorité, j'ai lancé. Tu vois, c'est juste pour être. Et c'est pas pour défendre Trump, je Oui, m'en fous, oui. pas Non, mais mon on est pote, d'accord. mais c'est Alors plus peut-être la pour. dette nationale. Parce Ah, il y qu'il a eu le avait Covid, hein. alors, il y a eu le Covid, mais il a quand même augmenté les dépenses militaires. Alors pour des raisons, géopolitiques qu'on peut comprendre. Mais il n'avait Mais pas dit qu'il le ferait pas. non, mais forcément tu augmentes les dépenses militaires, arriver à gérer la dette nationale, Mais c'est c'est pas imprévisible. En fait, oui, c'est vrai. Je suis d'accord, d'ailleurs, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est pas le sujet. Mais c'est c'est à vrai, partir du moment où il s'est fait tu as élire à raison. l'époque sur un Make America Great Again, C'est vrai. l'un des pouvoirs de l'Amérique, c'est son Mmh, armée. Donc complètement. réinvestir dans son armée, et d'ailleurs, C'est cohérent. il a investi dans son armée, mais il n'a pas lancé de guerre. Hier. Il en a même arrêté quelques-unes. C'est lui qui a initié le retour des troupes d'Afghanistan, etc. Bref. Donc en fait, c'était plutôt D'accord, je cohérent. suis d'accord. OK. Et Non après, mais effectivement, sur les dépenses publiques, évidemment, ça a explosé. Mais bon, je veux dire, il y a eu un petit truc qui est arrivé, quoi. Un petit virus venu de Chine. Bon, voilà. c'est vrai. Non, non, mais c'est vrai. Dans ce sens-là, je te Mais rejoins ça nous complètement. dit, et encore une fois, c'est pas du tout, je précise, hein, c'est pas du tout pour Mmh, défendre. C'est plus parce que factuel. on Non, mais tu entend as raison, soyons beaucoup factuels. On entend beaucoup, dans le cadre de sa politique crypto, des personnes qui nous disent depuis juillet dernier, allez, sa première déclaration face à la conférence, on entend tous les anti-Trump, et je ne dis pas que tu Mmh. en es, Florent, ne me fais pas attention, hein, Ah tous vous les anti-Trump un peu bébêtes, hein, qui viennent nous répéter c'est électoral, il est imprévisible, c'est un fou, il ne fera jamais ça, il ne pourra pas le faire. Et moi, à ce moment-là, je reste plus prudent en me disant, bah, les gars, basez-vous sur ce qu'il a fait Mmh. avant et peut-être qu'il va. Et là, on voit, on s'en surprend même qu'il parle de crypto à mort et qu'il est même plus obligé de le faire. Donc, voilà. Mais encore une fois, Complètement. Non, non, mais il n'a pas encore été élu. Donc, on verra. on verra effectivement ce que ça donnera. Je continue à remonter ma petite Ouais, cascade vas-y, sur les vas-y. réserves stratégiques. Alors effectivement, ça change un peu la donne, mais comme je dis, pour moi, c'est pas si surprenant parce que, je trouve que ça va dynamiser le marché. Ça veut dire que demain, il y a des blockchains qui vont se dire: «Bah, je pourrais potentiellement être moi aussi dans la liste, des assets dans la réserve». Mhm. Donc, ça va intensifier la concurrence, ça va intensifier l'innovation et puis finalement, c'est assez logique aussi de vouloir diversifier son risque de change. Parce qu'en étant uniquement en Bitcoin, tu te prives finalement de capter les mouvements, les performances d'autres actifs. Et aujourd'hui, bon, nous dire, enfin, quelqu'un qui dit, mais who's Solana? Qui est Solana? Il a vécu sous un rocher depuis quelques mois, voire quelques années, en tout cas, c'est certain. Donc, moi, finalement, ça change le game, mais pardon pour les franglais, voilà, ça change le jeu, mais je trouve Là, que c'est bon. c'est plutôt très sain. Et donc enfin, je termine enfin ma cascade avec la question des nationalisations. Alors je te rejoins, c'est quelque chose qu'on n'aime pas en Europe, qui est
vieux, alors tout est relatif quand on dit vieux. En France, je crois de mémoire qu'on a eu quand même en 2020, on a eu l'État français qui a augmenté sa participation chez Air France KLM, justement avec la crise du Covid, pour essayer de stabiliser l'entreprise. Donc, c'est plutôt dans une logique de vouloir sauver les boîtes. Ou alors, comme on l'a eu en 2014, c'est un peu plus vieux, avec Alstom et avec Peugeot, pour aller garder en fait la maîtrise d'assets stratégiques. J'allais citer, alors après, de mémoire, je crois que c'est en Allemagne, tu as ThyssenKrupp, où en 2020, ils ont voilà, c'est pas une prise de participation, mais c'est une garantie de mémoire à peu près, on doit être dans les 300-400 millions d'euros qui ont été apportés par le gouvernement. Et c'est là où voilà, on n'est plus dans la nationalisation, où on va de manière agressive court-circuiter la libre concurrence, pour lequel je suis complètement pour, mais en même temps, on ne va pas non plus ne pas défendre nos assets stratégiques. Et ça, voilà, c'est une forme d'interventionnisme qu'en tout cas, je trouve dans une certaine mesure fait sens. Et c'est vrai qu'aux USA, c'est complètement différent. Ils sont beaucoup, beaucoup plus agressifs sur ça. Non, mais Voilà. c'est vrai. Merci. Et ces exemples sont intéressants. Et d'ailleurs, ça nous rappelle, ne serait-ce qu'à l'époque de la crise de 2008, où la plupart des pays ont recapitalisé les banques parce qu'elles étaient à deux doigts de faire faillite. L'exemple de 2020 avec Air France, on est en plein Covid, donc situation de crise. 2014, on a Alstom, sauf qu'entre-temps, depuis, on l'a complètement laissé partir au profit d'intérêts américains. Ce que je veux dire par là, c'est que, et tu as, de toute façon, je vais te dire, à la base, l'Europe n'avait pas compétence en matière de santé, par exemple. Au moment du Covid, elle s'est accordée cette compétence. Donc, on voit bien que quand la situation l'exige, entre guillemets, on sait s'absoudre des textes. Mais de facto, effectivement, la ligne en Europe, pour les membres de l'Union, c'est plutôt intervenez pas dans le privé, sinon, c'est pas cool pour vos voisins européens. Mais il y a des exemples, évidemment, toujours différents. Aux États-Unis, en tout cas, ils n'ont pas ces pudeurs de gazelle. Ils sont prêts à tout pour favoriser leur industrie intérieure. Et en soi, peut-on le leur reprocher? On passe à la suite. D'autres news hyper intéressantes. On revient en France, notamment à Cannes. À Cannes, qui va héberger le prochain ETH CC cet été. Donc, c'est l'une des plus grosses conférences crypto et donc particulièrement centrée sur l'écosystème Ethereum. Et alors, c'est marrant parce que donc Cannes, dont le maire est un certain David Lisnard, ou Lisnard, je crois qu'on prononce le S, et qui a décidé de ne pas juste héberger le salon, mais également d'inviter les commerçants à accepter les crypto-monnaies en tant que méthode de paiement, tout simplement. Alors, j'aime bien. Je trouve ça cool parce que finalement, tu as des maires comme ça qui se saisissent de sujets de société qui sont un peu plus courageux que d'autres. Toujours les mêmes, d'ailleurs, on remarque. Sarah Knafo, David Lisnard. En général, c'est des mecs plutôt à droite, ou des femmes en l'occurrence, plutôt, même certains diraient conservateurs. Un peu comme Trump, quoi. Enfin bref, c'est toujours du même côté, tu vois, dans lequel ils vont s'emparer de sujets, tu vois, qui nous parlent. Alors, ils s'emparent d'autres sujets qui peuvent nous parler un peu moins, mais en tout cas, sur ces sujets-là, c'est toujours les mêmes, tu vois. Et donc, j'aime bien cette idée, ça me rappelle Maxime, qui organise CryptoXR fin janvier. D'ailleurs, tu viens avec CryptoXR, Florent? Je demande à tout le monde. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, AJF à son stand. Ah, super. Alors, écoute, j'aurais plaisir. On est partenaire, on soutient ce genre d'événement, c'est normal, c'est la famille. Et tout pareil, on sera là-bas pour couvrir l'événement. Et donc, je disais, lui aussi a fait ce travail de réseau en anticipation de cet événement qui aura lieu les 30, 31 janvier et 1er février, en allant voir les commerçants de la ville d'Auxerre pour leur proposer d'accepter le Bitcoin. Et donc, c'est trop cool, en fait, qu'en marge d'un événement crypto, on en profite pour favoriser l'adoption par les commerçants, notamment. Donc, je ne sais pas si vous allez y aller à Cannes, à ETHCC. Florent, ouais, tu vas y aller, ouais. Oui, voilà, un tel événement qui se passe. En plus, j'ai pas mal d'attaches dans le sud. Nous, on a des bureaux pas loin, donc voilà, c'était évident qu'on allait être présent. Ça va être un super événement. Et puis le fait que moi, je le vois vraiment comme un cas d'exemple de la future normalisation qui va arriver. Et là, Cannes va être un laboratoire pour ça. Et c'est génial, c'est déjà une ville qui est très tournée vers l'international, très tournée justement vers l'innovation, comme tu l'as dit. C'est récurrent qu'on voit, alors, des fois en bien, des fois en mal,
les caméras et la reconnaissance faciale, ce n'était pas forcément des sujets qui étaient où on peut tous adhérer. Mais en tout cas, sur cette pratique-là, et de passer par la formation, c'est génial. Alors, espérons qu'on ne va pas avoir une recrudescence, un développement de la criminalité autour de ces problématiques de crypto, qu'on ne se fasse pas braquer sa ledger à la sortie d'une discothèque. Mais en tout cas, non, c'est Alors, génial. tu dis ça sans doute, j'imagine, en référence à ce qui s'était passé à ETHCC à Bruxelles, où effectivement, certains s'étaient fait agresser en marge de l'événement. Bon, il faut rappeler aussi que tous les territoires ne se valent pas. Pardon, Bruxelles, évidemment. Mais bon, voilà, il y a des territoires dans lesquels on va dire que le taux de criminalité est un peu plus élevé que d'autres. Donc, espérons que Cannes, qui est une ville qui est très sécuritaire, tu parlais de vidéosurveillance, etc., fasse le nécessaire justement pour limiter, parce que le risque zéro n'existe pas. Tu as toujours un mec un peu plus bête qu'un autre qui va faire quelque chose. Mais en tout cas, voilà, espérons qu'à Cannes, les services de police, notamment municipales, etc., fassent le nécessaire pour sécuriser l'événement. Mais ce que tu dis pose une question qui est peut-être plus large. C'est avec la normalisation des cryptos, et je suis d'accord avec toi. Évidemment qu'il faudra se montrer peut-être plus discret. Mais en même temps, c'est pareil. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de vols à la tire des montres de luxe, tu vois. Donc, c'est un contexte qui est plus global de criminalisation et de ça. Donc, dans tous les cas, faites attention. Si vous avez des cryptos, soyez discrets. Moi, perso, je suis pauvre et je suis le pire trader du monde, donc il n'y a rien à venir chercher. Mais il y en a qui aiment bien étaler effectivement leurs avoirs en crypto. Et peut-on leur en vouloir? Non, ils l'ont gagné, ils ont réussi, mais il y a les risques associés, donc faites gaffe. On se rappelle notamment de notre cher Asher qui s'était fait braquer chez lui. Alors que j'imagine il avait pris les précautions nécessaires, etc. Tu vois. Donc voilà, attention, personne n'est à l'abri de cela. Si vous souhaitez rajouter quelque chose, les copains, sur THCC à Cannes et tout ça, n'hésitez pas. Sinon, Ouais, j'aimerais ouais, rajouter un truc. ouais. Tu vois, je trouve que c'est le genre de choses importantes qu'il puisse y avoir la possibilité de payer, parce que tu vois, si tu veux vraiment avoir une monnaie qui soit utile, tu vois, enfin, quelle que soit la définition, qu'on parle de monnaie et qu'on parle de Bitcoin ou des autres, c'est important que tu vois, enfin, que ça circule, tu vois. Genre, si c'est juste pour le stocker dans un coin et l'oublier, c'est quand même un peu dommage. Et pour avoir déjà payé des trucs du coup en Bitcoin des fois et via Lightning surtout, enfin franchement ça marche super bien, tu vois? C'est comme si tu payes avec une carte, ou avec Apple Pay ou ce genre de solution. Donc moi tu vois, à part la volatilité du Bitcoin et encore, ça, il y a des solutions qui convertissent automatiquement, tu vois? Aujourd'hui, on a les technologies pour qu'on puisse payer en crypto facilement. Après, il y a d'autres freins quand même, tout ce qui est, la fiscalité, on y pense beaucoup. Et je crois qu'il y a des pays en Europe où, pour des petites transactions, tu es pas forcément, imposé. C'est-à-dire que tu peux faire des petites transactions sans être imposé, et c'est le genre de truc, tu vois, où, si on pouvait avoir ça en France, je pense que ce serait quand un grand pas en avant, tu vois? Puis, je suis d'accord dans la mesure où on estime que les crypto-monnaies sont des actifs avec lesquels on a envie de payer et qui ont vocation à être des moyens de paiement. Est-ce qu'on imagine demain acheter avec des actions? Ça pose une question qui est très large, mais est-ce que les cryptos, alors les stablecoins, beaucoup plus, oui, évidemment, mais est-ce que les cryptos sont faites pour être utilisées en moyen de paiement? Est-ce qu'elles sont pensées pour ça? Bitcoin a été pensé pour ça. Aujourd'hui, on voit qu'il a davantage une vocation de réserve de valeur. Est-ce qu'on va payer avec de l'or? En 2025, non. Il y a des milliers d'années, oui, hein, mais aujourd'hui, moins. Donc, non, mais ça pose une vraie question. Est-ce que le fait de pouvoir payer en crypto et faciliter ces paiements-là est tout à fait souhaitable? Pour certaines cryptos, oui. Pour d'autres, je ne sais pas si payer avec ses sols ou ses ETH est quelque chose qui fait sens. Je ne sais pas. Même au niveau régulation, hein, tu vois, être un moyen de paiement pour une crypto, c'est pas les mêmes règles. Tu vois. Donc, bon, c'est un sujet qui est peut-être plus global, mais ouais, en tout cas, quoi qu'il arrive, le fait de
faire connaître les cryptos aux commerçants et les inviter pour des raisons souvent marketing d'ailleurs à accepter les cryptos pour attirer une population plus jeune, plus tech et tout ça, ça c'est très bien au niveau marketing. Au niveau fondamental, je m'interroge, mais bon, on en rediscutera une autre fois parce qu'on a tellement d'autres sujets. De quoi on va parler? Ouais, si, dernière info, rapidos, si vous voulez bien. Les chiffres des Français qui détiennent de la crypto, ça change tout le temps. Hein. Bon, on a entendu 12, et là, visiblement, ce serait 9, selon une étude Ipsos commandée par la BCE, voilà, qui parle de 9% de la population. Voilà, donc c'est un peu moins que ce qu'on nous avait, ce qu'un rapport de l'ADAN avait fait il y a quelques mois. Je ne suis pas surpris, tu vois, je suis pas surpris parce que bon, entre 9 et 12 avec la marge d'erreur qui est de 3%, de toute façon, pour moi, c'est à peu près pareil. Bon, mais quand bien même, tu vois, je pense que voilà, je sais pas, moi, autour de moi, dans les non-crypto, je sais pas si j'ai une personne sur 10 qui a de la crypto, tu vois. Je sais pas. Ah, qu'est-ce que tu en penses, toi, Florent? Tiens, toi qui vois des clients toute la journée. Alors, je prends toujours avec des pincettes ces chiffres. J'allais juste faire une petite réaction sur ce que disait, TX. Je pense que tu devais faire référence à l'Allemagne qui, de mémoire, ne taxe pas au-delà de 600 € de plus-value et si tu détiens tes cryptos depuis 1 an, mais qui effectivement, bon, simplifie quand même beaucoup les transactions et j'allais dire, j'ai les mêmes réflexions que toi, Jérémy, sur le bitcoin. Moi, je le vois plus comme une œuvre d'art, et mes sats, je les garde, ils iront à mes enfants, voire mes petits-enfants. Donc bon, c'est un vrai sujet, je mets pas une pièce dans la machine. Moi, je mets toujours en opposition quand on parle d'adoption des cryptos, parce qu'on parle du français, c'est bien gentil de dire, bah oui, les Français, on est plus ou moins en retard ou en avance. Pour moi, on parle d'actifs financiers, et donc je compare au pourcentage, en tout cas à la proportion de Français qui détiennent des PEA ou des comptes titres. Je crois qu'on doit être à 7 millions de Français qui détiennent à peu près dans ces eaux-là. Donc on a moins de Français qui détiennent des actifs actions qu'ils détiennent des wallets. Donc c'est là où, et encore une fois, peut-être que mes chiffres sont pas à jour, hein, mais c'est l'ordre de grandeur que j'avais à peu près en tête de mémoire. Et donc, moi, je trouve que c'est déjà très bien. Alors après, sur par rapport à des voisins qu'on a, est-ce que c'est beaucoup ou pas? Ça, c'est un autre sujet. Mais par contre, moi, je vois, et je suis d'accord avec toi, qu'on avait fait beaucoup d'annonces, les rapports de la DAN faisaient état d'une vraie flambée. Ça a été beaucoup plus lent que ça. Puis on va comparer ceux qui vont investir 10 € de ceux qui vont aller poser 10 000. Hein. C'est aussi une autre échelle de grandeur à avoir. Hein. Ça n'a pas les mêmes conséquences après à terme en termes de détention et de plus-value. Moi, je trouve que c'est sans French bashing, le français suit beaucoup l'actualité. Et donc, d'un coup, quand on passe la barre des 100 000, voilà, que tu as le Figaro, que tu as tous ces plateaux télé qui tapent beaucoup sur le Bitcoin, et ça, c'est un vrai problème, je trouve, dans les médias. Et d'ailleurs, merci à des médias comme toi d'exister pour montrer que, voilà, qu'en France, on n'est pas que dans la critique et la réserve sur les actifs numériques. Moi, je trouve que là, ça a tendance à refaire un peu une flambée. Voilà, un peu, espérons que ce ne sera pas un feu de paille, mais plutôt un réel foyer. Voilà un peu comment moi je l'appréhende en fait dans ma vision. Et je trouve qu'il y a une progression, ça c'est vrai, mais toujours une grande méconnaissance. Ceux qui vont rentrer juste par appât du gain, tu vois, juste par FOMO, juste pour ape en fait, parce qu'ils ont entendu parler de la loterie géante des shitcoins, ils se disent ah ben je vais devenir crypto-millionnaire en l'espace de quelques jours parce que sur Pump Down Fund j'ai choisi le bon coin. C'est pas la même chose que quelqu'un qui a une vraie réflexion de comprendre comment la tech fonctionne, à quoi ça sert, quels enjeux de gouvernance, de souveraineté pour le peuple et pour l'État ça met sur la table. Ça, c'est deux choses différentes. Moi, j'ai une question, Florent. Combien il y a de Français qui détiennent des actions qui, elles, existent depuis beaucoup plus longtemps? Pour moi, alors je vais, comme dit, je ne veux pas dire de bêtises sur les pourcentages, mais ce que j'avais, alors je vais prendre le PEA en référence, parce que finalement, pour le tout à chacun, c'est le produit qu'en plus, très souvent, ton banquier t'a peuché, donc que tu as, mais ça vivote, tu as pu mettre à un moment une petite ligne dessus et le laisser. Je crois, enfin, dans mes derniers chiffres, on était aux alentours des 7 millions, à peu près. Hein. Je n'ai pas fact-check ça, donc je le dis avec un peu de réserve. Mais il me semble qu'on était aux alentours. Comment dire, le fait est aussi on va prendre par référence le nombre de comptes titres. Je pense qu'il y a un nombre significateur de détenteurs de comptes titres
Maintenant, comme tu vas avoir plusieurs comptes titres détenus puis cumulés avec un PEA, c'est un peu plus délicat. J'exclus les eToro ou les placements comme ça, où j'estime que tu ne détiens pas vraiment tes actions, pour être honnête. Et puis, bon, je ne vais pas faire encore une fois de la mauvaise pub pour eToro, mais voilà, là, ce n'est pas forcément la méthode de détention pour moi la plus smart. Voilà, si ça répond à ta question, je... Oui, non, c'est pour enfin, ça serait intéressant d'ailleurs de croiser les 2 Mmh. populations, est-ce que Il y en a moins. Il y en a moins en tout heu, cas que de gens qui détiennent de la crypto dans les dernières études que j'avais vues passer. Ouais. il y en a moins parce que 7 millions, ça fait quand même aux alentours de 10 donc on GoPro. est Voilà, dans parce les que moi mêmes eaux. j'étais resté sur les 12 si tu veux avant. Là, les 9, bon, comme disait Jérémy, avec la fourchette d'erreur, allez, on va dire à défaut d'être supérieur, on est peu ou prou égal. Voilà. Après, est-ce Ouais, que c'est en tu as raison, gros, est-ce que c'est les mêmes populations? Je suis pas sûr. En Ouais, gros, c'est sûr, l'idée, c'est c'est que, sûr. on se rappelle de ce rapport, que nous avait, présenté en grande pompe, Alexandre Stachenko et Ladan, il y a quelques années, c'était en 2021, hein, Mmh. dans lequel effectivement ils avaient découvert qu'il y avait, 6-7 des Français qui avaient des actions, 2021, Mmh. 6,6 et au niveau crypto, on était à 10-12 et donc effectivement, ça avait fait, pas mal parler dans les médias. Aujourd'hui, on sait qu'au niveau de la crypto, donc visiblement, on est toujours entre 9 et 12. Hein. Par contre, au niveau action, il faut savoir qu'entre-temps, il y a quand même de nombreuses néobanques, de nombreuses solutions d'investissement ultra simplifiées. Il y a eu énormément d'influenceurs qui ont amené à faire du trading d'actions, etc., surtout pendant le bear market où la crypto était plus du tout tendance. Et donc, on n'est pas à l'abri à ce qu'il y ait eu un rattrapage un petit peu, notamment des jeunes générations. Donc, les actions, c'est plus seulement un truc de vieux. Il y a de plus en plus de jeunes, effectivement, qui se lancent dans le trading d'actions Mmh. parce que maintenant, c'est devenu facile avec des solutions comme Robinhood. Mmh. Tu parlais évidemment de eToro, mais on peut parler de Revolut, etc. Enfin, toutes ces néobanques, aujourd'hui, elles te permettent d'acheter n'importe quelle action française ou américaine sans passer par ta banque traditionnelle, ton Ouais. PEA, où tu peux pas mettre tout ce que tu veux dedans, etc. Bon, bah, tu connais ça aussi bien que moi. Donc voilà. Puis Donc, la gamification, pardon, je ne vais pas te couper, mais tu vois, la gamification, tu as raison, j'y pensais plus, mais ça a dû effectivement inciter beaucoup de jeunes à vouloir s'exposer. ouais. Donc c'est pour À ça tort ou à raison. Pardon. qu'aujourd'hui, je pense que. Alors, moi, je pense que c'est une bonne chose. Avec les risques associés, attention. Hein. Mais je veux dire, nous, on a une génération de nos parents qui a zéro éducation financière, qui compte sur l'État pour faire sa retraite, qui compte sur l'État pour faire son livret, etc. Et les jeunes aujourd'hui, avec les dérives associées, j'entends évidemment, sont beaucoup plus informés sur les différents supports d'investissement. Il suffit de voir les occurrences sur YouTube de comment investir son argent, comment se lancer dans l'immobilier, comment acheter des actions, comment acheter de la crypto. Je veux dire, aujourd'hui, clairement, il y a un rattrapage qui se fait par rapport aux populations anglo-saxonnes, notamment, qui sont très éduquées financièrement. Bah, ils n'ont pas le choix, il faut bien qu'elles préparent leur retraite. Donc, je pense que c'est plutôt sain pour qu'un peuple s'émancipe un petit peu de cet état nourricier. Mais je répète une troisième fois, avec les risques associés, évidemment. Attention. Mais bon, ce qu'il ne faut pas perdre pour apprendre, finalement. Bon, on en reparlera. Ouais. En tout cas, voilà. Bon, voilà pour les news. Merci Florent, merci Stéix, merci Cédric de vous être prêté au jeu. Hop, on va arrêter ça et puis on va passer à l'interview du jour. Alors, on a déjà un peu commencé, Florent, à papoter. On va continuer un petit peu. Est-ce que tu peux, voilà, rapidement nous présenter un petit peu ton parcours, par quoi tu es passé, quelles études tu as faites et avant d'arriver aujourd'hui en tant que, voilà, moi j'ai mis CGP Family Officer et enseignant aussi, parce que j'ai vu que tu formais dans des établissements. Voilà, raconte-nous un peu le parcours, après on va aller sur différents sujets avec toi. Bah, alors, écoute, je ne vais pas faire ma vie mon œuvre, hein, j'allais dire pour le détail, en plus, il y a aujourd'hui des outils comme LinkedIn qui sont très bien faits, mais de manière très synthétique, je vais essayer en tout cas de l'être. Moi, j'ai un parcours à la base juridique, donc axé formation, conseil, droit des sociétés, droit fiscal, mobilité internationale. Et puis très vite, j'avais cette appétence pour le monde financier puisque j'avoue que j'ai un gros problème quand je ne comprends pas, je ne fais pas et j'ai du mal à faire confiance à mes conseils. Si à la base j'ai fait du droit, c'était pour comprendre les règles du jeu. Si après donc je me suis intéressé à la finance, c'était pour comprendre comment je pouvais
aider mes clients au-delà que juste des purs conseils des purs conseils juridiques. Et puis moi-même, comment je pouvais piloter mes actifs. Ça m'a amené donc à faire pendant 5 ans à peu près un parcours professionnel dans différentes instances, voilà, family office très traditionnel, purement des vieilles familles qu'on accompagne, donc vraiment très poussé dans les besoins qu'elles peuvent avoir, ou des entités plutôt sur des chefs d'entreprise et des cadres supérieurs en mobilité internationale. Et donc là, plus une réflexion de pilotage stratégique et d'optimisation, on va dire, flexible en fonction des choix de carrière. Ce après quoi, j'ai commencé une carrière d'entrepreneur avec plusieurs opérations que j'ai menées, certaines avec succès, d'autres avec un peu moins de succès. C'est la vie des affaires, comme on dit. Et donc, depuis 2 ans, j'ai créé avec plusieurs associés un multifamily office en France qui se veut à la fois traditionnel, mais également très différent de ce que font mes confrères, notamment parce que dès le départ, on a intégré effectivement la diversification avec les actifs numériques, mais pas que. Moi, c'est d'ailleurs une de mes casquettes, et on en parlera un peu plus à un moment donné si tu le souhaites. Le but n'est pas de faire de la pub, hein, mais c'est pourquoi on est différent. Nous, typiquement, on accompagne les personnes politiquement exposées, les chefs d'entreprise tech et notamment Web3, puisque c'est peut-être plus ça aussi qui est intéressant, c'est quand je suis tombé dans la marmite, ça fait à peu près 10 ans que j'ai acheté mon premier Bitcoin, et à la base, un peu par une volonté, je dirais, cypherpunk, quand j'étais pas encore formé à la finance, et que je trouvais que ce monde financier me paraissait un peu complexe, pardon, obscur, et j'avais peu confiance au vu de l'histoire, dans la manière dont nos gouvernants pouvaient des fois prendre des décisions pour l'intérêt des peuples. Et donc voilà, ce côté très nouveau, très créateur, disruptif. C'est un peu un mot valise qu'on emploie tout le temps maintenant, mais je pense que ça l'était tout particulièrement à l'époque. Moi, c'est la tech qui m'a vraiment d'abord attiré, plus que l'argent, puisque j'ai perdu mes premiers bitcoins sur mon Gox à l'époque, et là, j'espère pouvoir récupérer un petit peu. Je suis pas dans la bonne charrette, malheureusement. Mais voilà, ça m'a amené, moi, après, très vite, dès que j'ai commencé à faire mes études en finance et à commencer à exercer, à parler autour de moi, tu vois, à promouvoir ce côté crypto. Et donc, bah, j'ai eu la chance de pouvoir me positionner assez tôt. Je me définis comme un family officer. Souvent, mes amis disent que je suis un family officer dégène. C'est-à-dire que pour mes clients, je suis très prudent, très bon père de famille. Pour moi, beaucoup plus offensif. J'adore voilà, les NFT, la dépine, le Web3 gaming. C'est des choses qui, On qui va me y parlent revenir, beaucoup. mais vraiment, concentrons-nous parce qu'après, Oui, sinon, sur moi. bah ouais, J'allais terminer en ouais, disant que plutôt qui t'a amené, voilà, tes expériences, tes études, ce que tu disais, mais voilà, et après on va rentrer un petit peu dans tous ces détails, t'inquiète pas. OK. Bah, finalement, moi, la concordance, ça a été d'abord d'acquérir une vision, donc comme je disais, très juridique, pour comprendre le paysage, pour comprendre en fait les règles du jeu. Puis après, je n'allais pas dire comment on les adapte, mais comment on peut piloter un patrimoine, mon patrimoine, mais aussi celui de mes clients. Et puis à la suite de ça, la dimension formation, pour moi, elle est très importante. C'est pour ça que je forme aujourd'hui alors des étudiants, pas encore sur des sujets crypto. J'aimerais, je pousse au niveau des programmes, mais on a en France une certaine résistance sur ces sujets-là dans les masters traditionnels. Moi, j'enseigne au master en gestion de patrimoine à Lyon 3, à l'IAE de Lyon 3. Mais également, je forme mes confrères sur les sujets crypto. Et là, je vois justement une vraie augmentation de la curiosité et de l'adoption par ce que je considère être les premiers vecteurs, hein, c'est les conseillers en investissement financier, mais également les experts comptables, les notaires et les avocats, autant sur des sujets de comment structurer aujourd'hui une propre activité de family office, que du positionnement commercial et que plus généralement la compréhension des solutions crypto et leur intégration dans leur offre. Que puis-je te dire d'autre sur moi qui m'a amené aujourd'hui? Oui, alors dans mon parcours, à un moment donné, j'ai voulu lancer une solution il y a 4 ans de conseil en gestion de patrimoine, mais pour les entreprises, sur les cryptos, en crypto-monnaie. Malheureusement, à l'époque, dès l'instant où tu avais crypto dans ton objet social, eh bien, les banques refusaient de t'ouvrir, en fait, t'ouvrir un compte bancaire juste pour pouvoir déposer les fonds pour créer ta boîte. Donc, je suis parti en Suisse pour des raisons de stabilité, je dirais politique, et puis de crypto-friendly dans l'approche. Et puis voilà, suite à la mise en place de MiCA et à des changements réglementaires aussi en Suisse vis-à-vis de la FINMA, j'ai cash out et je suis rentré justement en France.
OK, OK, ça c'est cool, ça c'est intéressant. D'ailleurs, en matière d'expatriation, fiscale, on en parle souvent avec nos amis avocats, notamment Arnaud Toiti et cetera. Est-ce que toi, tu es concerné, par ça, par des est-ce que et c'est quoi l'évolution? Si on est-ce que c'est en augmentation? Est-ce que ça s'est un peu Mmh. calmé? Est-ce que l'instabilité politique, tu la ressens? Mmh. Et au niveau crypto, est-ce qu'un bull run, bah, ça crée plus de velléité à partir? Voilà, tu peux Oui. raconter un peu ça? Malheureusement, je dirais double oui. Moi, je le constate et c'est quelque chose, c'est une pression qui est croissante. C'est très triste d'ailleurs, pour moi de constater qu'on est l'un des enfin, on est vraiment c'est une particularité française, je trouve de ne pas comprendre que, taxer les riches pour taxer les riches, pour parler vulgairement parlant, hein, ça va juste pousser des gens qui peuvent créer de la valeur à aller chercher de l'optimisation plus agressive ailleurs et je te dirais même si en France aujourd'hui tu es taxé, on va pas te remercier. On va considérer que c'est normal, on va considérer que tu dois contribuer, et ce que j'adhère, hein, on contribue en proportion de ses richesses à la charge collective, mais moi quelqu'un qui va payer des millions d'euros, en France, j'ai envie de lui dire merci. C'est lui qui va entretenir nos routes indirectement, nos écoles, nos hôpitaux, c'est lui qui paye nos fonctionnaires et je trouve que voilà, il y a un cruel manque de reconnaissance. En fait, finalement, que tu réussisses en France ou que tu réussisses pas, c'est pas vraiment dû à ton travail, c'est plutôt dû, à la fatalité, au hasard et que tu échoues, c'est un peu pareil, c'est pas de ta faute. On t'a pas aidé, l'État il a pas été gentil, tes parents ils t'ont pas assez poussé, enfin bref et donc ça, quand tu rajoutes un volet d'insécurité aussi, hein, mine de rien, enfin moi c'est que depuis le Covid, je veux pas faire le complotiste ni le paranoïaque, mais réellement, j'ai des clients qui ont peur, et c'est de plus en plus difficile de les raisonner. D'autant plus que certains États ouvrent grand les bras pour les accueillir et c'est pas forcément des États à l'autre bout du monde, avec des fiscalités avantageuses, avec des conditions plus avantageuses. Il y a une diaspora française qui est présente aux 4 coins du monde, avec des gens donc justement avec qui tu peux te connecter et moi donc de mon point de vue, ma thèse, c'est de dire, bah non, il faut pas s'expatrier. Il faut pas aller chercher avant tout l'avantage fiscal et puis il faut se battre. On a un beau pays qui nous a nourris, qui nous a fait grandir. Heu, clairement, si on enfin moi j'ai envie que mes enfants, ils puissent grandir, je suis papa d'un bébé de 6 mois, j'ai envie qu'ils puissent grandir en France et je vais pas entre guillemets «quitter le navire». Mais concrètement, là je le vois, avec l'instabilité politique, les gens s'inquiètent. Avec la montée de la crypto, mes clients qui ont des patrimoines crypto importants, bah, ont une surface supérieure et donc peuvent plus facilement s'expatrier. Puisqu'aujourd'hui la vraie question, c'est qu'un ticket en fait. Est-ce que tu as le ticket aujourd'hui pour aller t'expatrier? Et quand la réponse c'est oui, j'en vois beaucoup quand on enlève la partie, j'ai des ascendants assez âgés et je veux rester auprès d'eux, au cas où il y aurait un problème ou, j'ai encore des attaches très fortes, voilà donc familiales, professionnelles. Mais bon, pour ne citer que Lisbonne, ça a une attractivité phénoménale, autour de la sphère Web3 et beaucoup de chefs d'entreprise, Web3 que j'accompagne me disent tous: «Florent, qu'est-ce que tu me recommandes? Où est-ce qu'il faut aller?» Genève, c'est à 2 heures et demie c'est à 2 heures et demie de Lyon, c'est pas très loin. Pour donner qu'un exemple, hein, là, tu as plus les mêmes notions fiscales, ni de sécurité, ni même de je te dirais, à Genève, tu es millionnaire, tu es un arbre au milieu de la forêt. En France, tu es millionnaire, on te prend pour Rothschild. Bon, je dis pas, c'est beaucoup d'être millionnaire, hein, mais tu vois où je veux en venir? Ah non, mais de toute façon, clairement, on voit que culturellement, l'argent n'a pas la même place dans la société en France et dans les pays anglo-saxons. Et là, tu parlais de la Suisse, évidemment. TX, vas-y. Ouais, tout à l'heure, tu disais que depuis, le Covid notamment, tu as des clients qui ont peur en quelque sorte. Alors ça Mmh. peut paraître une question peut-être un peu bête, mais Il y en a pas. de quoi en fait ils ont, peur? Alors c'est-à-dire, je sais un peu ce que tu vas répondre, mais je peux peut-être être surpris, je pense. Alors, bon, je sais pas si je vais te surprendre, hein. Il y a plusieurs choses. Il y a, je dirais, peur au quotidien, parce qu'il y a des chiffres qui ont prouvé qu'il y avait une augmentation de l'incivilité et notamment, moi, je vais parler de ce que je maîtrise le plus, je vais parler de Lyon. Il y a une insécurité quand même qui est grandissante, et c'est le cas dans toutes les métropoles. Pourquoi? Puisque le Covid a creusé encore plus les inégalités sociales, a créé encore plus de tensions, de frustrations. Il y a des gens qui ont vécu dans des cages à poules enfermés et qui sont devenus fous et ça se comprend parce qu'on a encore plus vu la différence justement entre ceux qui avaient les moyens peut-être de pouvoir, partir à la campagne dans une maison tranquillement et ceux qui étaient complètement bloqués citadins en ville. Ceux qui se sont retrouvés au chômage, désœuvrés à ne plus pouvoir avoir des revenus complémentaires, parce que c'est bien gentil d'avoir le chômage, mais ça suffit pas forcément pour tout le monde pour vivre. Tu as une montée de l'inflation,
aussi qui est constante. Donc, les gens ont de moins en moins de moyens. Tu as cette instabilité politique et cette montée des extrêmes qui se nourrit en fait de tout ce mal-être, qui polarise encore plus les peurs. Au lieu d'aller nous rassembler, ça nous divise. Je ne vais pas rentrer dans un discours politique, mais c'est typiquement ces conditions-là, et c'est pas vrai qu'en France, c'est vrai d'ailleurs en Europe, de manière générale, qui polarisent encore plus les populations. Et puis quand les gens ont pris l'habitude de rester chez eux, de moins sortir, de moins prendre le métro, de moins se mélanger, et ben c'est là où il y a encore plus de fantasmes négatifs, pour le coup, qui se créent. Voilà un peu ce que moi je peux transcrire de mes clients. Donc, est-ce que je te surprends ou pas dans ce que je Ben, dis? un petit peu quand même, parce que il y avait tout ce qui est la partie financière, je m'y attendais plus ou moins, mais c'est vrai que la partie, insécurité physique, je m'y attendais pas forcément. Mais du coup, est-ce que tout ça, ça change la manière dont, on aborde, l'investissement, enfin l'allocation d'actifs enfin toi, de la manière dont tu l'abordes pour tes clients ou au final, Mmh. en fait, c'est juste, une chimère et en fait, ça change pas grand-chose pour l'investissement? La question, c'est quels moyens ont mes clients? Encore une fois, je ne vais pas faire le focus AGF maintenant, mais nous, on a une particularité, c'est que on accepte des clients à 1 000 € comme à 10 millions. La vraie question, c'est quels sont les besoins? Comment on peut travailler ensemble? Parce qu'on a un modèle qui nous permet de le faire, j'en parlerai peut-être plus tard, si jamais c'est un sujet qui peut intéresser. Pourquoi ça change? Pour beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, il y a cette question, par exemple, typiquement de la sécurité de leurs fonds en cas de gel des avoirs en France, en cas de comment dire? L'État va venir piquer dans leur placement. Alors on parle, de loi Sapin 2, on parle de possibilité en cas de crise financière d'aller geler les actifs, notamment sur les assurances vie, qui est une des enveloppes, préférées des Français et qui représente beaucoup d'encours aujourd'hui en France, qui est un véhicule qu'on utilise beaucoup en tant qu'ancien gestion de patrimoine et donc des solutions on me demande beaucoup des solutions hors France et qui échapperaient, le cas échéant, à la possibilité pour, les pouvoirs publics d'aller, prélever dans ces enveloppes-là. Voilà. Donc notamment le Luxembourg, mais pas que. Les placements offshore ont vraiment beaucoup plus la cote quand, je dirais, il y a encore pas si longtemps avec les Panama Papers, il y avait une parano de se retrouver dans ce genre de liste. Là maintenant, c'est plutôt la parano qu'on leur empêche physiquement de partir de France, ou à défaut de les empêcher physiquement de partir de France, qu'on bloque leurs actifs en France, qu'on les surtaxe le moment où ils veulent partir. On a par exemple une exit tax sur la partie professionnelle, ce que je ne conteste aujourd'hui pas du tout dans son bien fondé, que beaucoup d'entrepreneurs français n'ont pas forcément en tête quand ils se lancent, et puis le jour où ils veulent partir, ils passent à la caisse. Mais c'est vraiment sur ce placement de se dire comment faire pour qu'une partie, avant qui était très mineure, maintenant qui, allez, je vais dire peut-être sur un tiers des actifs, sur des patrimoines conséquents, on va m'interroger sur comment faire en sorte que ces actifs soient intouchables à l'étranger. C'est quoi le ticket moyen de ces profils? Je m'explique. Il y a une idée reçue et en vrai, certains essayent de la démonter avec des rapports, des études, des trucs et tout. Et moi, j'ai du mal à me faire mon avis, tu vois. Mais comme quoi, les politiques fiscales mènent à l'expatriation. Et puis, tu as la gauche qui nous dit, mais non, il y a plein d'études qui ont montré qu'en vérité, ça ne fait pas du tout partir les gens, blabla. Et quand il y a un assouplissement fiscal, ça ne les fait pas revenir non plus. Enfin, et donc, même moi, je t'avoue, j'ai un peu de mal à… Alors, je demande, et tu n'es pas le premier à qui je pose la question. Tu vois, je crois que tu es 2e ou 3e. La dernière fois, j'ai eu un avocat fiscaliste, Benoît Couty, que tu connais peut-être, qui m'a confirmé que si, hein, y a un impact direct, immédiat. Mais bon, j'ai pas envie d'avoir un seul avis, tu vois. Donc, j'aimerais avoir le tien. Toi, tu es à Lyon, lui, il est à Paris. Donc, ça permet aussi peut-être de voir des territoires différents. Est-ce que tu vois… et c'est quoi le ticket moyen d'un mec qui envisage de partir? Est-ce que c'est le milliardaire, le millionnaire ou le centaine de milliers enfin, tu as compris? Si tu peux peut-être… Complètement. Ouais. Alors, pour le côté territoire, hein, moi je suis Paris, D'accord. Nice, Tu es basé voilà, à Lyon, mais Genève, tu en as je partout des suis clients. ouais, Ok, on a un maillage, alors je savais partout pas. peut-être pas encore, mais on a un beau maillage territorial. Mais par contre, c'est vrai qu'historiquement, on est basé à Lyon, donc j'aime bien parler de ceux-là où quoi je suis, le premier. Et puis j'ai de la famille, des amis, mes centres d'intérêt économiques et familiaux sont plus à Lyon. Le
pour moi, alors avant, on pensait qu'il fallait effectivement, c'est paradoxal parce que c'était des questions que se posaient des ultra riches, très riches, quel que soit le qualificatif qu'on emploie. On va dire quelqu'un qui a dépassé, j'allais dire, le million d'euros en patrimoine financier. Je vais exclure le patrimoine immobilier comme la Ça résidence veut rien principale. dire. 1 million en immobilier, s'y arrive quand même plus vite, en tout cas. Voilà, Ouais. facilement, ça, je sais pas, parce qu'il n'y a pas tant de Français que ça qui, malheureusement, ont du Non, patrimoine c'est sûr, immobilier mais en quand on gros, tu as un appart à Paris, le million, tu ça va peux te plus taper. vite que de constituer 1 million de cash, quoi. Ça, Oui, c'est ou sûr. oui, voilà, ou qu'un appartement à Saint-Étienne. Ça va ça va plus vite. Mais oui, exactement, puis c'est plus liquide, donc c'est mobile. C'est ça, Mmh. finalement, l'idée. Ah oui, oui. Moi, je constate que maintenant, dès que mes clients ou prospects, allez, s'approchent des 400 000 – 500 000 € de patrimoine financier, c'est une vraie question. Et pourquoi? Alors, je vais faire mon juriste, je vais répondre en 3 temps. D'abord, pour des raisons, purement logiques financières. On est quand même très taxé en France. Ces gens qui arrivent à constituer ces patrimoines, généralement, ils ont un gros impôt sur le revenu. Ils ne voient pas forcément, et ça c'est terrible d'ailleurs, l'utilité de ces impôts, voire ils y voient un effet négatif sur la société. Je ne rentre pas dans les débats d'assistanat et de non-reconnaissance, encore une fois, que j'évoquais, de Non, ceux mais qui tu payent. l'entends en tout cas ce côté consentement à l'impôt qui est diminué et peut-être critique aussi, ouais, de nous on est taxé de ouf et t'en as qui foutent rien et qui payent pas. Tu l'entends ça? Ah bah alors puis alors ça va même plus loin, c'est moi encore une fois, j'ai entendu il y a pas là un client qui me disait ça, il dit: «C'est quand même incroyable, moi je bosse 70 heures par semaine, je contribue, je suis parmi les Français, les 1 de Français qui contribuent le plus à la charge publique. Pour autant, je me fais encore insulter et cracher dessus le matin quand je vais prendre le métro, parce qu'il y a un mec bourré ou il y a 3 zonards», enfin, tu vois? C'est ça en fait, c'est cette frustration, ce manque de reconnaissance. Parce que j'ai des clients, moi le premier, j'ai pas de problème à payer des impôts. Je veux dire, les impôts, ils ont un sens. C'est ce qui a fait que, on vit dans un si beau pays. Alors on fait encore une fois, on dit que c'est terrible, qu'on a peur et autres, mais rappelons-nous qu'on vit dans un des plus beaux pays du monde, avec une des populations qui est quand même, mine de rien, très éduquée. Alors peut-être pas sur les questions financières, mais voilà, on a un héritage, on a un patrimoine, on a une souveraineté, enfin bref, je ne vais pas faire voilà, le big picture, mais tu vois où je veux en venir. Et donc en fait, ces gens-là, ont le sentiment que la pression fiscale ne va faire qu'augmenter. Donc finalement, ils se demandent, tu sais, c'est un peu quand tu vois ton placement fondre et que tu dis: «Est-ce que je cash out ou pas, quoi? Est-ce que j'attends que ça rebondisse?» On voit pas le rebond venir. On voit plutôt, et encore plus avec les tendances, sociales et politiques qu'on voit, moi, c'est difficile d'aller leur dire: «Non, le rabot fiscal, il va pas devenir de plus en plus, affûté». C'est pas vrai. Et il y a des sujets sur lesquels je dis pas que c'est une mauvaise chose, d'en discuter, de revoir comment la société appréhende certaines exonérations d'impôts, notamment dans la transmission du patrimoine, dans la taxation du patrimoine professionnel. Moi, je suis très ouvert au dialogue, mais justement, c'est la notion de dialogue. Est-ce que ces gens-là, on leur permet vraiment de s'exprimer à des moments sur ces questions? Et donc, quand je reprends sur ta première interrogation, qui était de dire à partir de quel ticket moyen, moi, je le dis, 400 000 – 500 000 € en fonction de liquide, en fonction de ce qu'on cherche, on peut déjà l'envisager en fonction de ses revenus et de ses actifs, notamment quand on va avoir des patrimoines composés plus que de raison de vrai en crypto. Parce que là, on a des fiscalités, j'insiste, qui peuvent être très avantageuses. En réalité, là où la question vraiment, je pense, se pose, c'est évidemment quand on dépasse le million d'euros, voire pour être assez à l'aise en fonction d'où on veut aller, parce qu'il y a beaucoup de dreams, hein, beaucoup de chimères. Hein. Les gens ont tapé, et tu vois, tu parlais d'information, les jeunes, l'accès aux placements financiers ou autres. Moi, je trouve qu'il y a une désinformation massive, notamment de la part des influenceurs, voleurs, pardonne-moi pour beaucoup, et qui n'engagent absolument pas leurs responsabilités dans les pseudo-formations qu'ils donnent, qui te mettent des disclaimers de partout, non-financial advice, en disant surtout je ne suis pas responsable de ce que je dis. Pour autant, je fais du gras sur mon audience et sur les gens qui vont me croire et qui vont parler de moi. Alors qu'il y a des professionnels qui, eux, quand tu vas les interroger, vont te dire bon, on repose le niveau, on repose les choses. Je ne vais pas plaider pour ma paroisse, hein, mais je pense que voilà, il y a des fois un petit peu de fantasme sur la capacité à pouvoir migrer. Et puis, il y a enfin cette idée de se dire, pourquoi tu disais que quand la politique fiscale devient plus favorable, les gens reviennent, enfin ne reviennent pas. Ça, je suis assez d'accord. Mais pourquoi? Parce que c'est un déchirement pour ces gens-là de partir. Parce que s'ils partent, c'est pas le sourire aux lèvres, hein. Ils sont tristes, ils laissent derrière eux beaucoup de Ouais. choses.
Et quand tu as eu une blessure comme ça, tu as pas envie de la rouvrir. Et puis tu allais te construire, te reconstruire, recréer un écosystème. Je cite Barcelone, mais voilà, on a d'autres Portugal villes. aussi. Il y a Il y en a beaucoup qui sont partis au Portugal, notamment dans la Portugal, crypto. à Lisbonne. Tu vas à Lisbonne, Lisbonne, enfin, tu as une communauté française, c'est incroyable. À la NNFC, quand j'y vais, c'est fou, quoi. On a l'impression d'être je veux dire, d'être à Paris, entre guillemets, avec beaucoup moins d'inconvénients. Ouais, c'est vrai. Ok, très intéressant. Cédric, je sais que tu dois partir dans pas longtemps. Non, non, J'ai vas-y, juste il n'y a une pas de petite souci, mais question juste pour. n'hésite pas, hein, si tu dois partir, tu ping et on te dit au revoir avec plaisir. Vas-y, on t'écoute. Ouais, une question pour Florent, enfin deux même qui sont liés. Est-ce que la crypto est perçue comme un actif justement moins facilement saisissable, voilà, c'est-à-dire dans un aspect patrimonial et fiscal intéressant, ou alors, pour l'instant, en tout cas pour les clients que tu as, hein, pour l'instant, c'est une diversification et puis je vais mettre quelques pourcents parce que je suis malin et j'observe le truc. Mais comment c'est perçu par rapport à d'autres classes d'actifs dans Alors, cet esprit-là? majoritairement, c'est dans une idée de diversification ou j'allais dire, de capter une tendance, parce que les gens ont senti que le vent soufflait dans cette direction et que c'est intéressant d'y aller. Il y en a certains, notamment avec l'Ukraine, parce qu'on a eu des cas d'usage comme ça, hein, de personnes qui ont pu exfiltrer, enfin partir avec une partie de leurs avoirs, alors que le pays avait gelé les encours. Donc, certains, justement, ont cette réflexion-là. Ça reste encore une part minoritaire. Moi, typiquement, à titre personnel, c'est ce que des fois je peux mettre en avant parce que je préconise une brique de self-custody, donc de détention propre, pour comprendre la technologie. Ouais. Et c'est bien là tout l'intérêt, c'est que sur ta ledger, c'est insaisissable. Et puis je mets en avant le fait qu'aussi les politiques européennes poussent pour nous interdire d'avoir notre self-custody. Ça a déjà été proposé parce que c'est comme si tu avais ton propre coffre-fort et que tu n'as pas le droit de garder tes propres pièces d'or dedans. Donc j'ai plutôt tendance à le pousser maintenant. Certains sont curieux naturellement et ont besoin de comprendre, d'autres un peu moins. La tendance va quand même plutôt sur la diversification que le véhicule transportable et transférable facilement. Mais j'ai bon espoir que ça puisse augmenter dans la compréhension de la technologie en tout cas. Et l'autre question, est-ce que tu as des clients, est-ce que tu as un nombre croissant de clients qui ont fait fortune avec la crypto? Et quelle est la part de cela et quel comportement ils ont vis-à-vis du patrimoine? Est-ce que ces gens-là, ils disent: «Ah bah tiens, je vais diversifier, je vais acheter autre chose que de la crypto»? Alors, je vais distinguer ceux qui ont fait fortune uniquement par des coins, donc en les détenant comme du bitcoin. Et là, typiquement, on va avoir des mineurs, des gens qui étaient très curieux, qui étaient là pour la tech. C'est assez peu des spéculateurs, en tout cas dans mes clients, c'est plutôt des gens qui très tôt ont été curieux et soit ont oublié une clé ou un disque dur où ils avaient miné, hein, c'est clairement ça. Et puis qui ont été très prudents aussi dans leur gestion, qui n'ont pas peut-être comme d'autres comme moi, acheté beaucoup de NFT et se sont retrouvés avec des grosses moins-values, mais ont su conserver voilà, une gestion, je dirais, prudente. Et puis tu as de l'autre côté les entrepreneurs Web3, blockchain, technologique, parce qu'on n'en parle pas assez, mais il y a des success stories. Il y a des gens qui réussissent justement à faire soit des cash out, soit qui viennent me chercher sur ces questions de diversification. Et c'est là où je reroute sur la question fiscale. Très souvent, la question, c'est comment faire pour diversifier mon patrimoine sur des actifs plus traditionnels tout en limitant le rabot fiscal. Et il y a des solutions comme ça qui le permettent, sans mettre une pièce dans la machine, mais le MiCA ne répond absolument pas aux problématiques de la DeFi. Et donc aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses et beaucoup de pistes d'optimisation grâce à ça. Pour ceux qui sont un petit peu, je dirais, un petit peu preneurs d'innovation sur ces sujets. Il y a après d'autres solutions plus traditionnelles qui peuvent exister. En termes de pourcentage, si je parle de l'existant, ça reste une part encore, je dirais assez minoritaire, de mes clients qui sont plutôt, des clients, traditionnels, je dirais, ou qui sont des chefs d'entreprise tech, mais qui n'ont pas comme sous-jacent justement la blockchain ou la crypto, quand bien même ils diversifient, sur ces sujets-là. Mais par contre, si on parle maintenant du flux entrant, des nouveaux clients, c'est bête, hein, mais le fait de m'être positionné aussi sur ces thématiques, on commence à m'identifier comme étant, un acteur, voilà, crypto friendly.
pareil, je ne vais pas faire de la pub, mais on a notre propre nœud Bitcoin chez AJF parce qu'on veut contribuer à valider sur le réseau et permettre à nos clients d'acheter en direct. Donc, autant ceux qui veulent s'y mettre que ceux qui sont déjà de l'écosystème. Puis par le fait que moi-même, j'ai investi dans plusieurs projets Web3, je suis connecté à ces sphères-là. Les gens viennent me voir maintenant et je dirais que je suis sur un bon tiers aujourd'hui de nouveaux Ouais, clients qui sont issus de cet écosystème-là. Je ne te cache pas aussi que par appétence personnelle, il y a des discussions qui sont passionnantes. On se reconnaît entre crypto-bros, j'ai envie de dire, très vite quand tu parles. Et voilà. Et moi, j'ai tendance à dire, on a les clients qui nous ressemblent. Si on veut que ça se passe bien, si on veut que tout le monde dorme bien et soit content à la fin du game. Et donc voilà, c'est pour ça que même moi, naturellement, j'ai tendance à m'orienter là-dessus. Mais bon, j'exclus absolument pas les clients traditionnels non plus, hein. On est ravis de les accompagner. Mais il y a un petit truc en plus sur ceux qui ont soit cette audace, soit ce grain de folie, soit cette clairvoyance. Voilà, tout dépend à quel moment on s'est placé. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, c'est un peu de la clairvoyance quand même de l'intégrer. Il y a 10 ans, c'était de l'audace. Voilà, tu vois, tu te positionnes un peu comme tu veux après sur ça, sur ce scale. Mais voilà, sur ce point-là, si ça répond à ta question. Ouais, très, très intéressant. Ouais. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais qu'on parle ensemble justement de la diversification au niveau des cryptos. C'est quoi aujourd'hui les cryptos qui sont les plus sollicités? Est-ce que tu vois des évolutions sur les dernières années entre full Bitcoin, altcoin? Est-ce que tu as aussi dû à un moment donné conseiller sur les meme coins? Enfin voilà, peut-être sur tout ce qui se passe. On peut aussi étendre et prendre ton temps pour répondre évidemment sur les différentes narratives, tu sais, RWA, Dépine, toutes ces choses-là. Est-ce que ça, c'est des choses que tu entends au quotidien dans ton travail ou est-ce que c'est vraiment nous sur Twitter, mais les autres, ils raisonnent qu'en Bitcoin et Solana, quoi. Voilà. Si tu peux nous donner un petit Bien sûr. aperçu de ça. Alors, on va distinguer, tu vois, tu m'en veux pas à chaque fois, hein, je fais mon. Ah, au Voilà, contraire, c'est très bien. Sur tes alors, réponses, c'est parfait. J'adore ça. il y a public français, il y a public international. On a développé, enfin, on fait les expatriés aussi chez AGF, et on développe beaucoup les communautés, je dirais, asiatiques en ce moment. Il y a une différence complète justement d'intérêt, et c'est là où, quand on voit des fois qu'on dit qu'il y a 5 à 10 ans d'écart, c'est quand même parfois une réalité. Les thématiques d'Épine, les thématiques social fee, game fee, je les entends énormément en Asie. D'ailleurs, les souhaits d'investir, notamment en private equity, parce qu'aujourd'hui, investir en crypto, tu peux le faire en token, tu peux le faire en produits traditionnels qui incluent soit du token en sous-jacent, soit qui investissent dans des boîtes qui investissent sur la blockchain ou ces thématiques. Et puis, tu as vraiment directement le private equity, où là, tu vas investir au capital d'entreprises technologiques qui se positionnent là-dessus. Donc là, si je devais reprendre au niveau de l'Asie sur les questions des tokens, alors évidemment, Bitcoin, Ether, le top 10, Solana, enfin voilà, tout le top 10, on en parle. En France, on est beaucoup plus Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Le Ethereum, je l'entends de temps en temps, il me fait toujours un petit peu sourire, ce bon vieux Ethereum. Pardon, voilà, l'Ethereum, c'est quand même aussi quelque J'ai chose que les gens. entendu à l'époque, j'ai entendu du Bitcoin, Oui, Bitcoin. Bitcoin, Enfin, on a Bitcoin. tout, quoi. Mais ouais, Bitcoin. ouais. Bitcoin, mais je l'entends encore des fois de temps en temps avec une pointe d'humour, et moi je l'emploie pour rigoler. Il faut dédramatiser la chose. C'est vrai que quand vous avez un prospect qui a 70 ans et qui vient vous voir en disant ah, je voudrais investir en Bitcoin, mon petit-fils m'a dit qu'il fallait le faire. Moi, je trouve ça touchant, c'est incroyable. J'ai l'impression de voir feu mon grand-père qui vient me parler de tout ça. Donc, voilà, en France, on est quand même beaucoup plus sur des effets de masse avec moins de compréhension des sous-jacents. Donc, tu vois, typiquement, ce que j'entends là, c'est je veux me positionner en Bitcoin parce que Donald Trump va faire une réserve stratégique et qu'en 6 mois, on va faire x2. Voilà. Bon, ce qu'on doit déconstruire, parce qu'il y a des horizons, moi j'espère, je le souhaite, mais j'ai pas la boule de cristal. Et bon, pourquoi pas? Moi j'y crois au potentiel x2, hein, ou aller monter aux 180 000 en 6 mois ou d'ici la fin de l'année, pourquoi pas? Je crois aux millions d'ici 10 ou 20 ans, il n'y a pas de souci. Mais avoir la conviction, ça c'est autre chose. Et il y a une question de volatilité, il y a une question d'horizon de placement, il y a une question de risque quand même sur les fonds, que parfois, tu l'as dit toi-même, on manque de culture financière en France. Donc, il faut souvent remettre un peu l'église au milieu du village. Et une fois qu'on a fait ce côté pédagogique, on est
globalement sur le Bitcoin, à l'arrière l'Ether, le top 10, les NFT, je l'ai eu il y a quelques temps. J'ai monté des fonds spécialisés, des SPV justement luxembourgeois pour des clients pour aller leur sourcer du digital art et des NFT. Donc là, c'était vraiment une demande très spécifique. Ça rentre pas dans, je dirais, dans les cas généraux. Dans les cas plus simples, c'est des détentions plus classiques pour qu'aussi les gens puissent comprendre. Moi, comme je te l'ai dit, je ne les recommande d'investir que dans un sous-jacent qu'ils comprennent. Donc déjà, la première brique, c'est comprendre la thèse de Bitcoin, c'est déjà pas mal. Et après, on ira voir le reste. Clients étrangers, bah là, tu as, pardon, j'oubliais en France, en private equity, par contre, beaucoup plus d'ouverture. Donc des boîtes EI, des boîtes blockchain, des fois c'est très très innovant. Ça, puis par volonté de soutenir l'industrie française, ça, les gens sont plus ouverts. Mais encore une fois, ça s'adresse à ceux qui ont déjà la surface pour le faire. Et puis ceux qui ont envie de prendre des risques, comme ça. Hein, spontanément, le français, en fonction aussi de son âge et où il se situe, n'a pas la même appétence au risque. Sur des expatriés et des clients étrangers, là, pour le coup, complètement différent. On va beaucoup me solliciter sur, comme je te disais, des tendances en fait actuelles, notamment la GameFi et l'IA. Parce que ça, c'est des choses dont les gens entendent beaucoup parler et ont senti qu'il y a une thématique d'avenir. Bon, je ne vais pas faire de pub pour un coin, mais moi, typiquement, le Mocha Coin d'Animoca, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et la thèse derrière d'identité numérique qu'on va pouvoir globaliser et rendre accessible à toute boîte Web 2 qui voudrait pouvoir se plugger et avec un token qui permet de transférer la valeur au sein de tout l'écosystème Animoca et puis demain toutes les autres boîtes qui voudraient se greffer. Je trouve que c'est très intéressant avec des use cases concrets. Bon voilà, j'arrête là ma pub pour Animoca et pour le Mocha Coin. Mais voilà, on a cette volonté d'aller chercher les thématiques. C'est-à-dire qu'il fut un temps, on parlait peut-être que pur de Bitcoin, et certains sont des maximalistes à vouloir des choses simples, à vouloir des horizons aussi de temps assez courts, donc plutôt du 1 à 3 ans, ce qui n'est pas toujours évident à répondre. Et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus long terme, beaucoup plus bullish, et là où ça va de pair avec aussi une appétence, en tout cas une ouverture d'esprit beaucoup plus forte sur ces thématiques. Moi, les mêmes coins, les shitcoins, tout dépend de ce qu'on définit comme un shitcoin. Hein. Finalement, un altcoin qui n'a encore délivré aucune tech, c'est un peu un shitcoin, hein. C'est des promesses. Hein. Donc voilà, ça c'est vraiment, ça dépend comment on qualifie. Mais moi, je ne m'aventure pas sur ces thématiques-là, à part à titre personnel, dans les tranchées depuis quelques mois, je dirais comme tout bon crypto-bro se doit, je pense, rien que pour tester, pour comprendre tout ce qui est en train de se passer. Mais voilà, ça, je m'y interdis parce que beaucoup trop risqué, ou alors c'est vraiment pour jouer. Ça m'est arrivé de le faire, bon, d'aller mettre ça me brûle la langue de le dire, mais d'aller mettre du Dogecoin. Il faut savoir que on a aujourd'hui des solutions en Suisse, depuis maintenant plusieurs années, qui permettent d'ouvrir des comptes titres donc au sein de banques et d'y placer des cryptos. Donc du Bitcoin, de l'Ether, oui, mais du Dogecoin, par exemple, comme on était dans les top 30, top 50 de capitalisation, tu pouvais te retrouver à avoir ces tokens-là qui étaient présents. Et donc, sur des populations, notamment des populations suisses, il y a pu avoir cette volonté d'aller chercher une diversification crypto très importante. Voilà. Est-ce que toi, ça t'arrive des fois tu parlais là des fois que tu t'interdis de, de proposer certaines choses. Est-ce que, j'imagine même tu dois peut-être, définir des limites différentes selon les clients. Tout à l'heure, tu parlais d'un qu'il y avait tout un travail aussi d'explication, de savoir comment ça marche, que c'était pas juste une question d'investissement. Est-ce que ça t'arrive du coup des fois de mettre des limites, de dire: «Ben non, là je vois que, ce client en fait, en fait il pourra il arrivera pas à saisir pleinement ce que c'est et du coup, en fait on dit non et on passe à autre chose, on propose plutôt d'autres investissements?» Oui, totalement. Ça arrive même d'ailleurs plus fréquemment qu'on ne le penserait. Heu, enfin le le cryptophile de base, lui, pour le coup, il comprend, il est exposé, il a un patrimoine aussi qui peut être cohérent avec ça. Il a conscience ou pas d'ailleurs des fois du risque latent qu'il y a sur son portefeuille. Mais je dirais s'il a survécu plusieurs années dans l'écosystème, s'il est encore là, normalement, la volatilité, il sait l'encaisser. S'il a vécu un ou 2 bear markets, bon, je suis pas trop normalement inquiet de sa capacité. Quand bien même, moi, j'ai une obligation réglementaire de vérifier que chaque
placements que je préconise correspondent à ce qu'on appelle un profil de risque, un profil d'investisseur. Qu'est-ce que c'est? C'est une analyse, c'est une adéquation entre ta capacité à supporter la volatilité, ta capacité à pouvoir laisser l'argent dormir, donc avoir un horizon de placement suffisant, et ta capacité à pouvoir supporter un risque et une perte totale en capital. Je la fais simple, hein, et j'ajoute évidemment de la compréhension. Hein, et donc, quand d'un côté, j'ai un client qui a un profil offensif, qui en plus prend le temps de comprendre, et moi je le challenge un petit peu, je vois qu'il a compris à minima ses risques, à défaut de comprendre comment fonctionne la tech sous-jacente, au moins qu'il ait conscience de ça, et bien là, on a un champ des possibles qui est quasiment ouvert au maximum. À l'inverse, j'ai des gens qui pensent être offensifs, qui pensent, et qui veulent s'exposer aux cryptos. Notamment, là, tu le vois beaucoup, enfin, je le vois beaucoup avec la récente actualité et pas mal de prospects qui m'appellent avec cette dominance crypto, et c'est pour ça qu'ils viennent me chercher. Et je leur remercie, bien évidemment, de leur intérêt. Mais moi, pour le coup, je dis non. Dès l'instant où, quand je leur demande si de voir en l'espace d'une nuit leur placement qui fond de 10%, ça les mettrait mal. Quand ils me disent 10%, mais en une nuit, mais en 24 heures. Ah, mais c'est énorme! Je dis: «Bah, oui, oui, c'est énorme. Mais donc si dans 6 mois je veux retirer, mais si dans 1 an, et que j'ai besoin d'un coup de l'argent, mais comment je fais?» Je dis: «Bah, soit il faut attendre, soit c'est pas le placement qui est adapté pour vous». «Ah, mais moi j'ai un placement je veux investir dans l'immobilier ou j'ai les études de mes enfants à payer ou c'est de l'argent que je peux pas me permettre de perdre». Et bien là, systématiquement, c'est non. Et Ouais, j'ai c'est parce d'autres que c'est un placements. sujet qu'ils ont entendu parler, mais en fait, ils en ont pas vraiment l'envie, quoi. Ils sont beaucoup dans, c'est terrible de dire ça, dans ils chassent l'opportunité, ils sont dans le FOMO. Voilà, c'est Oui. typiquement, hein, ils ont peur de manquer, un mouvement de marché. Ils ont pas été dans les pionniers. Ils ont vu des fois des gens autour d'eux, encore une fois, désolé de mettre une cartouche, mais des pseudo-influenceurs Et qui te toi, montrent qu'ils ont fait des millions. tu leur conseilles quoi quand ils doivent investir sur quelle plateforme par exemple, toi, parce que toi, tu investis pas pour eux, tu es pas, j'imagine, habilité pour gérer leurs fonds crypto. En revanche, tu vas dans la stratégie patrimoniale que tu vas leur proposer, tu vas leur conseiller, typiquement, j'en sais rien, moi, 5% en crypto, avec Mmh. telle allocation, etc. Mmh. Corrige-moi si je me trompe. En revanche, c'est eux qui vont passer les ordres, c'est eux qui vont aller acheter. Et auquel cas, toi, tu leur conseilles quelle plateforme et précise, si c'est le cas, évidemment, si c'est une affiliation ou si c'est juste un conseil parce que c'est une plateforme en laquelle tu as confiance. Alors là, tu me demandes de me positionner au niveau de mes partenaires, Parce et que tu as de plusieurs partenaires, par oui, exemple, plateformes, c'est ça, mmh, de oui. crypto. Ok. Oui, alors il y a là, toujours pareil, hein, les réponses en 3 temps. Il y On a a 4 moi dans minutes, les ça va. hein? On a 4 minutes, ça 4 va. minutes? OK, alors Non, 4 minutes. je parle beaucoup, hein, je Ah, m'excuse. t'inquiète, c'est Le kiffant. C'est un plaisir le d'écouter. ah bah, écoute, bah, partagez en tout cas, j'espère pour les auditeurs et pour les autres personnes présentes. En fait, moi, donc dans ce que je peux préconiser, il y a 3 types de solutions. Il y a la self custody, et c'est quelque chose que j'essaye de promouvoir. Pas toujours à succès, parce qu'il y en a, pour certains, ça les intéresse peu, la tech. On est vraiment dans de la diversification ou dans de rechercher à capter un mouvement de marché, une trend, une mode. Et donc la self-custody, là, je vais les former sur comment aller acheter. Je leur recommande d'avoir leur hard wallet, c'est le meilleur moyen d'être en sécurité. Passer par Ledger ou pas, si on aime la fonction recovery ou pas, ça c'est tout à chacun. Elle est Euh, facultative, hein. Elle est facultative. Pour autant, depuis les Payant. dernières mises à jour, ils peuvent activer le fait de saisir tes cryptos, de transférer les seed keys à un juge typiquement, ça, ils peuvent le faire, Si côté tu af as la fonction recovery. et ben, je veux pas débattre que Non, mais Ledger, je si, les si, adore, si. hein, Non, mais c'est ça. mais En fait, c'est si tu as activé, et c'est payant, hein, c'est 10 balles par mois, hein, donc c'est pas. Et d'ailleurs, ils ont très peu de personnes qui l'ont activé finalement. Si tu as activé cette fonction-là, dans ce cas-là, effectivement, ils devraient, le cas échéant, se soumettre à la demande d'un juge, comme n'importe quelle société crypto d'ailleurs, financière, ni plus ni moins, bien ou sûr, financière d'ailleurs. En revanche, si tu n'as complètement. pas activé cette fonction-là, sauf erreur de ma part, Ledger n'a pas du tout accès à ta seed, hein. Bah, j'ai alors j'ai
honnêtement, je suis pas assez tech pour pouvoir le dire. Moi, j'avais cru comprendre que depuis les dernières mises à jour, il pouvait. Après, bah, tu sais, moi, en bon dégène, j'ai vu ça passer, j'ai fait: «OK, je mets pas à jour ma ledger». J'ai basculé sur d'autres solutions. Mais bon, moi, typiquement, le compte Titouan, c'est une autre solution que je trouvais très bien et très sécure, même s'il y a des frais qui vont avec. Et la Mais plateforme d'achat alors? Parce que bon, bah, Ledger, oui, c'est pas une plateforme d'achat. non, Mais typiquement, c'est quoi genre? pour Ledger Live. Pour Ledger Live, finalement, Ouais, on bon, pourrait, que 70 ans, il va pas utiliser, Ledger non, Live, tu vois? Non, mais typiquement, non, c'est quoi? C'est Coinhouse, un acteur français? C'est oui. Bitpanda parce que c'est Alors européen? déjà, Ou c'est on Binance parce qu'il y a toutes les cryptos du monde? Alors, déjà, forcément un acteur qui est PSAN, donc qui est régulé, donc qui est prêt, voilà, ça c'est la première règle, à titre Ouais, perso comme à titre pro. Je suis obligé d'ailleurs, j'aurais pas le droit de dire autre chose. Si je disais autre OK. chose, je me ferais taper dessus par mes instances, de contrôle. Mais je le dis, c'est hyper important parce que qui dit PSAN dit, Mais toutes celles que enregistré j'ai en nommées France. sont PSAN, donc limite, Oui, pas à ce niveau-là, oui. mais c'est clair. PSAN, Alors, OK? on va dire pour l'institutionnel, effectivement, je vais beaucoup me tourner, quand je dis institutionnel, c'est vraiment une certaine taille, quoi. On va se tourner pour moi vers du Bitpanda. Sur de la TPE-PME et je dirais du tout venant, on va plutôt être sur, du Meria, du Coinhouse, bon, j'allais dire un acteur lyonnais, Mon Livret C, pourquoi pas? Moi après, en fait, Ils ma existent stratégie, toujours, eux? ils existent toujours. OK. Non, non, mais Complètement. c'est bien. Je les ai vus passer un jour dans la liste des PSAN. C'est vrai qu'ils communiquent assez peu, mais je les vois, je les Ils situe. sont toujours là. Ils sont toujours là. Super. Ouais, Bon à ils sont savoir. toujours là. Et pour avoir rencontré le dirigeant il y a pas longtemps, ils ont des solutions intéressantes. Faut qu'on Moi, en termine, fait, Florent. Dernier mot. Faut qu'on termine oui, parce que sinon je vais dernier mot, faire de très ouf. bien. Moi, en fait, la stratégie, c'est de dire, je fais un cahier des charges, je compare les différents critères et en fait, après, je pose les questions au client et c'est ces réponses qui vont lui permettre de choisir. Moi, je suis tenu, en fait, de pouvoir lui proposer un panel. Je suis pas enfin, je suis agnostique, c'est-à-dire que, j'ai pas un partenariat spécifique. Par contre, comme j'audite et comme je challenge mes partenaires et puis qu'il faut que je sois aussi rémunéré d'une certaine manière, je mets en place des conventions avec eux et c'est là où, au titre du suivi que je fais, j'ai une rétrocession d'une partie des frais courants qui sont pris par les partenaires. Très clair. Voilà. Florent, on pourrait passer 2 heures, hein, je le sais, et c'est C'est pareil. déjà 11h30, c'est déjà fini. Mais ouais. Et en plus, on a encore deux séquences dans l'émission. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de te recevoir ce matin. On se Moi de voit même. bientôt, Ah bah, on on se va voit à sans doute, XR. on se voit à Auxerre. Bah, bonne année à toi. On ne s'est pas souhaité C'est les vrai vœux. qu'on l'a pas dit. Plein de Bonne belles choses. année, bon bull run et bonne santé. C'est tout ce qu'on souhaite. Cyril en même temps nous abandonne. Cédric en même temps Cédric, nous bonne journée abandonne. Cédric. Cédric, à très vite. Salut mon ami. Bonne Bonne journée. Et journée TX bah, aussi, au Florent, bah, je plaisir. te libère et je te souhaite bah, voilà, une belle année et la réussite dans tous tes projets. Merci, toi aussi, au revoir à tous. Merci. Salut!